Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Dans l'enchaînement de l'émission de la semaine dernière, qui était consacrée à l'orientalisme plutôt littéraire, et particulièrement à partir d'un corpus britannique, donc de langue anglaise, nous consacrons cette émission à l'orientalisme architectural. Et très curieusement, on est d'ailleurs dans des problématiques proches entre le titre de l'ensemble de textes Rêver d'Orient, connaître l'Orient, et là nous avons comme sous-titre l'orientalisme architectural entre imaginaire et savoir. Donc là nous voyons que nous sommes vraiment dans une résonance de préoccupation contemporaine. L'ensemble de ces textes a été réuni par deux chercheurs, Nabila Oulepsir et Mercedes Volé. Mercedes Volé est notre invité. Nous n'avons pas pu recevoir votre acolyte, Mercedes Volé. Mercedes Volé, j'ai souvenir de vous avoir rencontré au Caire. Vous étiez peut-être à vos débuts en 1985, n'est-ce pas? C'est très possible. J'étais jeune à l'époque. Et donc, bien un long chemin. Vous avez parcouru un long chemin. Maintenant, là, une belle bibliographie, beaucoup de livres, d'articles. Vous ne lâchez pas ce sujet qu'est l'architecture du 19e et du 20e siècle, qui a produit ces merveilles extraordinaires que sont le centre-ville, le downtown du Caire, Alexandrie, mais pas seulement, Ménia, Tanta, Héliopolis. même Asyut, Héliopolis, évidemment. Mais Héliopolis, je l'assimile au Caire, si oui, je veux c'est dire. vrai. Même si c'est un en soi, évidemment. Parce que là, c'est un geste, Héliopolis, non? Oui, oui, absolument. Racontez-nous un peu Héliopolis. Non, c'est un geste, mais enfin, c'est quand même aussi un bel exemple d'orientalisme architectural. Et puis alors, ce que je trouve intéressant aussi dans Héliopolis, c'est que c'est aussi un geste d'orientalisme oriental. D'une certaine manière, parce qu'on imagine toujours Héliopolis comme quelque chose de purement belge ou de purement français. Le baron d'Ampin, non? Parce que c'est oui. une création du baron Ampin au départ, oui, mais il avait oui. quand même un associé arménien. Il avait un associé arménien. Et oui. puis Bogos Noubar, non? Bogos Noubar, absolument. Oui, et puis il avait aussi surtout des partenaires syro-libanais. Oui. Et donc en fait, il y a quand même une grosse partie d'Héliopolis qui est une ville levantine, en fait, avec des correspondances avec Beyrouth qui sont très curieux ce mouvement, ce flux, cette énergie syro-libanaise qui a tout le temps nourri le Caire depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. J'ai souvenir d'études d'André Raymond sur les grandes familles syro-libanaises du XVIIIe siècle. Oui, oui, absolument. C'est vrai que c'est un mouvement qui s'est accéléré au XIXe siècle pour des raisons à la fois politiques et économiques. On en voit la manifestation dans l'architecture évidemment, mais aussi dans plein d'autres domaines, la presse. Enfin bon, voilà. Alors Héliopolis a été une espèce de ville nouvelle, non? Alors Héliopolis a été absolument une ville nouvelle, mais je dirais qu'il y a deux Héliopolis, et moi d'une certaine manière c'est presque la seconde face, celle qui est moins connue, qui m'intéresse plus. Donc la première face c'est le baron Ampin, ses architectes français. Alors pourquoi le baron Ampin, dites-moi? Alors le baron Ampin, quelle connexion avec l'Égypte, avec ce lieu particulièrement? Le tramway, d'une certaine manière, Héliopolis est une ville née du rail, puisque avant d'avoir l'idée de faire Héliopolis, le baron Ampin avait exploité pendant 10 ans, enfin créé et exploité les tramways du Caire. Et c'est en exploitant pendant 10 ans les tramways du Caire qu'il s'est dit au fond, on pourrait imaginer un prolongement, donc un éclatement de la ville. Il y a un éclatement, d'une certaine manière, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que cet éclatement de la ville au début du XXe siècle, donc 1907, 1910, c'est presque calqué sur ce qui se passe aujourd'hui, avec de nouveau un énorme éclatement du Caire aussi lié. Oui, c'est annonciateur, comme s'il pressentait que cette ville allait devenir immense. Et là, nous avons 10 ou 12 villes satellites qui sont des espèces de nouveaux Héliopolis gagnés sur le désert. Il y a même d'ailleurs un qui s'appelle Héliopolis El Guedida, ce qui est assez amusant. Donc Néo-Héliopolis. La Néo-Héliopolis. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que d'une certaine manière, ces nouvelles villes qui croissent aujourd'hui, enfin ces nouveaux, gated communities, ou comment on veut les appeler, lotissements résidentiels qui naissent autour du Caire, naissent presque de la même manière qu'Héliopolis, c'est-à-dire avec un espèce de catalogue de modèles de maisons qu'on choisit. Donc aujourd'hui, on vous propose le style florentin ou la villa nubienne ou la villa espagnole. Et à l'époque, on vous proposait des villas de style roman, de style renaissance italienne, de style arabe. De style gothique, de style khmer. Absolument. C'est assez fou. Là. Absolument. Ces villas impressionnantes, indiennes, encore, c'est ça? Oui, absolument. Et apparemment, c'est assez érudit d'ailleurs. Si on veut revenir à l'orientalisme entre imaginaire et savoir, les
des historiens de l'art indien qui se sont penchés sur la physionomie de cette villa hindoue, donc la villa du baron en pin à Héliopolis. Il paraît qu'elle est apparemment assez historiciste, enfin bien documentée, et en tout cas assez fidèle à ces modèles d'origine. Alors, il y a eu deux Héliopolis, Héliopolis urbain, ville, avec des immeubles de rapport très précis, les arcades, le souci de créer de l'ombre dans une ville du désert, bien sûr, où le soleil est tyran, et cette Héliopolis où il y a la villa indienne, enfin la villa khmer, la villa bouddhique, je ne sais pas comment l'appeler, qui est la grande avenue des villas. Qu'en est-il de ce centre-ville? Comment il a été conçu? Parce qu'il y a vraiment là une trame urbanistique. Oui, absolument. Il y a encore un mystère, ça c'est assez amusant. Il y a encore un peu un mystère sur les tout débuts d'Héliopolis, c'est-à-dire on ne sait pas précisément quelle est la personne qui a fait des tracés. Ce qu'on a retrouvé récemment, c'est qu'en fait c'était un terrain de manœuvre de l'armée britannique, donc le baron en pin avait quand même le sens des affaires, et donc il a choisi un terrain qui était déjà bien damé par donc les régiments qui faisaient leurs manœuvres pour installer sa ville, et probablement il y a eu des récupérations d'anciens tracés, et en particulier la route de Suez. L'ancienne route de Suez a probablement joué un rôle dans les tracés d'Héliopolis. Alors on est à quelle époque précisément avec Héliopolis? Héliopolis, ça commence exactement en 1905. En 1915, c'est déjà une ville où il y a 2-3 000 habitants. Et en 1937, de mémoire, il y a déjà 30 000 habitants. C'est-à-dire qu'en 30 ans, ils ont réussi à arriver à l'objectif qui s'était fixé. Et à ce moment-là, il y avait à peu près l'équivalent de 2000 bâtiments, ce qui est quand même gros. Alors ça n'a pas du tout marché comme ils avaient prévu, puisqu'en fait, ils avaient prévu au départ de vendre les lots et de ne pas construire. En fait, la société d'aménagement s'est retrouvée à construire beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu. Et en fait, il y a une seconde, disons, Héliopolis, qui est la vague de l'Héliopolis Art déco, et là où c'est effectivement des propriétaires souvent de la région, enfin des Syro-Libanais, des Arméniens qui ont beaucoup investi à ce moment-là dans Héliopolis, c'est les constructions particulières. Donc c'est des particuliers qui, attirés par les conditions offertes par la construction d'un terrain à Héliopolis, ont quitté des quartiers comme Choubra ou comme Fagal à Daher au Caire, donc des quartiers assez surpeuplés, pour investir à Héliopolis. Et donc ils ont coloré quand même très fortement, je dirais, la ville d'Héliopolis jusqu'à aujourd'hui. Et la grande avenue des villas qui, même dans le chaos actuel, nous voyons de temps en temps apparaître dans leur singularité, ces villas extraordinaires. On peut en repérer au moins une centaine actuellement sur la route de l'aéroport qui nous conduit vers le downtown. Elle s'appelait l'avenue des Palais, et ce qui est assez à nouveau intéressant. Alors c'est très en vue, c'est l'avenue que traverse tout le monde en venant de l'aéroport ou en allant à l'aéroport. C'est vraiment ce qu'on voit en premier en arrivant au Caire. Et la plupart de ces villas aujourd'hui sont protégées. Bon, la villa du baron en pin a été achetée par l'État égyptien suite à une énorme campagne de presse et d'opinion. Parce qu'elle était à un moment en déshérence, à l'abandon. Elle appartenait à deux propriétaires particuliers, et l'État égyptien a procédé à une opération qui a permis, en échange de terrain, de récupérer... Une espèce de préemption, quoi. Non, c'est un échange. C'est un échange, c'est-à-dire qu'ils ont eu des terrains... Donc maintenant, ça appartient au parc patrimonial. Absolument. De toute façon, le bâtiment a été classé depuis, de mémoire, 95, donc ça fait un moment qu'il était classé, mais maintenant, c'est la propriété de l'État égyptien, et c'est donc, il a statut de monument national, et il va être restauré, mais c'est assez compliqué comme restauration, parce que le béton a une maladie qui n'est pas très simple à gérer. Enfin bon, en tout cas, je dirais... Alors un détail, le palais présidentiel qui est un peu dans ce quartier-là, mais un peu en retrait, est-ce que c'est le choix d'un de ces palais de cette époque-là? Oui, c'est l'Héliopolis Palace Hotel. Donc, c'était un hôtel. C'était pas un hôtel, c'était palace. Le plus grand hôtel du Moyen-Orient à l'époque, 400 chambres, c'était pas rien. À l'époque, c'était le palace, c'est le premier bâtiment construit à Héliopolis. On a d'abord construit le palace. Et donc ce palais a été désaffecté. En fait, en 47, il était plus hôtel.
déjà. C'était trop grand, trop compliqué, il y avait plus de touristes. C'était l'époque où le Caire était une ville d'hivernage, etc. Bon, en 1947, on n'hivernait plus au Caire. Je veux dire, il y avait d'autres destinations. Et donc le palace a été fermé et il a été rouvert au moment de l'union avec la Syrie. Donc il abritait l'Union arabe, un de ces organismes. 62, 61, oui, 63. Voilà. Et puis il a été de nouveau l'éphémère union. Oui, absolument. Et donc le palais est de nouveau tombé en déshérence. Et c'est en fait Moubarak qui au moment il a épousé une héliopolitaine, donc Madame Moubarak est une héliopolitaine, et donc ils ont décidé d'installer leur résidence à Héliopolis. Et donc puisque leur résidence privée était à Héliopolis, les bureaux de la présidence sont à Héliopolis. Et c'est très émouvant. Donc au moment du centenaire d'Héliopolis, donc en 2005, nous avons eu l'occasion de visiter le palace, et c'est assez émouvant de rentrer dans le bureau du président. Il n'était pas là évidemment, et de voir qu'en fait, en face de lui, il a un tableau de Riou qui est l'inauguration du donc canal. Toujours là. Donc il a c'est une petite pièce, et il a son joli petit bureau, et en face de lui, il a un énorme tableau de Riou qui est donc la cérémonie d'inauguration du canal de Suez. Ce palace, nous retrouvons tous vos dadas, Mercedes Vollet, c'est-à-dire toutes ces références à l'art mamelouk dans le décor, dans les arcs, le tracé des arcs, le profil des arcs, dans les portes, dans tous ces arts mineurs qui constituent l'ornement et qui peuplent la volumétrie. Oui, absolument. Une collègue d'ailleurs qui s'occupe de la restauration du Caire a trouvé d'ailleurs des choses assez intéressantes, à savoir que elle-même, en travaillant sur des dossiers d'histoire de restauration de certains monuments mamelouks du Caire, en fait, les artisans qui restauraient les mosquées mamelouks du Caire faisaient appel à des artisans qui travaillaient pour Héliopolis, à des décors néo-mamelouks. Donc en fait, voilà, c'est extraordinaire. C'est assez fantastique. Donc c'est un peu, c'est une merveilleuse transition. Oui, notre idée, c'est ça, c'est un peu de dire comment s'articulent les imaginaires et les savoirs. Il y a des imaginaires qui sont complètement fantaisistes, qui sont complètement dans l'imaginaire, qui n'ont rien à voir avec des savoirs. Et puis il y en a d'autres qui sont en connexion avec des savoirs. Donc l'idée de ce livre, c'était un peu ça. C'était de dire, et puis c'est aussi évidemment l'idée de Rêver d'Orient, connaître l'Orient, c'est de savoir comment le fantasme ou l'imaginaire s'accroche avec la connaissance. Mercedes Vollet, ce qu'on constate, c'est que ce mouvement orientaliste en architecture a été vraiment international. Oui, absolument. Et il a agi à la fois, évidemment, ces Européens qui ont vu l'Orient, qui l'ont transporté chez eux, un certain nombre d'œuvres orientalistes qui se trouvent dans l'espace européen. Alors, l'espace européen vraiment au sens large, parce que ce phénomène de l'orientalisme implique aussi, je dirais, le souvenir et la mémoire ottomane des Balkans et même de la Mitteleuropa, puisqu'il y a de très beaux articles sur ce qu'il en est de cette question de l'orientalisme architectural dans un pays comme la Roumanie. Absolument. Et en plus, évidemment, dans les pays mêmes. Vous faites d'ailleurs une analyse très très belle sur cet orientalisme interne, non initié par des architectes européens, mais aussi des architectes locaux. Deux très grands architectes orientalistes, entre guillemets, faut-il utiliser le terme là, égyptiens, Fahmi et Sobhi, si je me trompe pas. Voilà. Sabr Sabri. Oui, c'est une vraie complication de toute façon, mais c'est vrai que c'est un thème qui intéresse un certain nombre d'entre nous, y compris dans ce même livre, la contribution de notre collègue Taline Grigor, qui elle parle de l'orientalisme iranien d'une certaine manière. Alors, faut-il l'appeler orientalisme? Est-ce que c'est de l'orientalisme? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce que c'est de l'historicisme? Est-ce que ça n'en est pas? Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tout cas, à travers ça, il y a aussi une forme de dialogue. C'est-à-dire, voilà. Et c'est la question. C'est difficile d'y répondre aujourd'hui dans la mesure où ces témoins ne sont plus là et qu'on peut plus les interviewer et qu'ils n'ont pas toujours beaucoup écrit. Donc, on ne sait pas. Moi, je serais tenté de dire que Sabel Sabri, il fait comme ses collègues européens, une forme d'orientalisme, où tous les deux, que ce soit leurs collègues européens,
et leurs confrères égyptiens font tous les deux une forme d'historicisme qui a peut-être pas la même signification évidemment pour les uns et pour les autres. C'est pas la même chose quand vous représentez votre propre pays ou que vous représentez la culture de l'autre. Mais il y a quand même une forme de représentation de l'histoire, en tout cas qui me semble-t-il est en tout cas en résonance quand on regarde les projets des uns et des autres. Là aussi, je voudrais que vous nous dites un mot parce que nous avons évoqué cette question. Ça a été le point de départ pour l'émission qui vous a précédé, Mercedes Volé. Nous avons reçu Isabelle Gadouin, qui est un peu votre équivalent pour cet ensemble qui a pour titre Rêver d'Orient, connaître l'Orient, où on est parti d'Edouard Saïd et sans évidemment le nier ou le jeter entièrement. On n'a pas allé très aisément, très sereinement que nous sommes dans une phase post-Saïd. On a retenu la leçon de Saïd, mais on est bien au-delà. Et j'ai l'impression que là, d'une manière heuristique, on découvre qu'on est bien au-delà dans cette problématique d'un art international, d'un art qui dépasse peut-être la problématique coloniale, qui la déborde et avec des enjeux considérables, parce que malgré tout, dans ce mouvement de l'orientalisme architectural va naître aussi d'une manière très 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 forte la conscience de la préservation du patrimoine islamique dans une ville si riche pour ce qui concerne le vestige architectural islamique qui nous vient de ces siècles profus que furent les siècles médiévaux pour le Caire, où le Caire était une des capitales phares du monde. Saïd, c'est toujours compliqué, Saïd. Je suis résolument post-saïdienne dans un double sens, à savoir qu'effectivement, je viens après, j'ai retenu la leçon, mais j'ai envie d'aller au-delà. Je pense qu'on est... On est tous d'accord. Je crois en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui sont d'accord là-dessus. Et donc, l'idée de il y a encore des gens qui sont à discuter pour ou contre Saïd. Je veux dire, moi, j'ai vraiment... On n'en est plus là. En tout cas, il y a une résistance française à Saïd, là aussi, il faut le dire. Mais on n'y participe pas non plus. Voilà. Moi, c'est pas le problème. Le bonhomme était de toute façon impressionnant. Moi, je l'ai entendu prononcer une conférence quelques années avant sa mort. C'était impressionnant. Sa biographie est un livre absolument magnifique. Moi, je recommanderais plutôt de lire à contre-voix que Orientalisme. Où le Caire, d'ailleurs, est si présent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il parle de toute et l'architecture. Et bien sûr, et il parle complètement de... Donc voilà, moi, Out of Place ou à contre-voix en français, c'est un livre absolument remarquable. Et puis, ne serait-ce que par l'audience que Edouard Saïd a au sud de la Méditerranée, on doit aussi prendre... Il a créé quand même bien sûr, ce qu'on appelle les post-colonial studies, ce qui n'est pas rien. Non, c'est un... Comme mouvement international qui est parti de l'Amérique. Non, c'est un monument de toute façon. En revanche, je pense qu'il y a un certain nombre de champs ou de questions qu'il n'a pas couvertes parce que c'était pas le propos, c'était pas le moment, ou c'était pas... voilà, et il me semble que justement... Là, oui, un livre comme le vôtre est vraiment quelque part ailleurs, à côté. Tout en étant nourri de cette mémoire, voilà, tout simplement. Absolument. Mais on n'est ni dans l'affaire du disciple ou de l'adversaire. Oui, voilà, c'est pas le problème. On essaye, donc ma question, c'était vraiment les effets de connaissance. Enfin, est-ce qu'il y a des effets de connaissance de l'imaginaire ou est-ce qu'il y a des effets d'imaginaire de la connaissance? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment cette relation qui m'intéresse. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque. Il y a des réponses très différentes suivant les gens, les époques. Quoi qu'on en dise, la découverte de l'architecture islamique a créé des passions européennes. Ça, c'est incontestable. Ça, c'est incontestable. Non, c'est incontestable. Et puis là, j'ai vu le très bel article qui est consacré aux études elles-mêmes et au sujet des concours à l'École des Beaux-Arts à Paris. Le nombre de sujets sur les mosquées, les minarets, le hammam, c'est extraordinaire. Tous ces thèmes sont devenus des thèmes de méditation et de dessin. Absolument. Et donc il y a une présence au fond, il y a une présence de l'islam. Alors quel islam, comment, etc. Mais disons que d'une manière générale, on peut dire qu'il y a une présence de l'islam en Europe très forte dans le milieu de l'architecture. J'en discutais avec un collègue il y a pas longtemps et finalement il me disait les architectes, qu'ils soient français ou autres, enfin européens ou même américains d'ailleurs, ont joué un rôle très très important dans la découverte des arts de l'islam au fond. C'est peut-être et ça il y aurait quelque chose aussi à réfléchir
réfléchir là-dessus. Bon, c'est tout, c'est et lié. Parfois d'une manière dynamique et je dirais, pour ainsi dire, fonctionnelle, comme tous ces projets de minaret, où un des sujets d'une des dissertations à de futurs architectes, c'est de prolonger la mosquée qui nous est parvenue tronquée de Tlemcen. Oui, Tlemcen, bon, à l'époque où Tlemcen était sous autorité française. Bien sûr. Hein. Oui, bien. Ah bah, je veux dire, on va pas nier le lien à la colonie. C'est clair. C'est vrai que la colonie est un des vecteurs, je veux dire, qui amène l'Europe à l'islam. Ça, c'est clair. C'est pas nécessairement le seul. Et de ce point de vue-là, le cas égyptien est intéressant puisque, par exemple, effectivement, il y a des architectes français qui sont très présents au Caire, alors que c'est une ville. Ambroise Baudry, par exemple. Oui. Alors que Coste avant lui, peut-être. Oui, bien sûr, bien avant. Et alors avant même qu'on soit dans la colonie. Donc il y a une présence architecturale européenne forte. Et puis il y a encore terra incognita pour l'instant, enfin qui commence à être déchiffrée, toute cette présence effectivement d'Austro-Hongrois. Et puis même on découvre des Serbes. On en viendra. Voilà. Ça c'est très important parce que surtout l'un d'eux qui a été si important pour la préservation du patrimoine islamique, justement, juif de surcroît, ça me paraît très important et c'est important de le rappeler par les temps qui courent où il y a une séparation désolante et inquiétante entre juifs et arabes, et particulièrement cette terre d'Égypte qui a été si profondément habitée, aimée et servie par des énergies juives. Alors, reprenons un peu Coste, le rôle de Coste, qu'est-ce qu'il a pu apporter, qu'est-ce qu'il a pu voir, cette empreinte égyptienne, ce qu'il a fait en Égypte et son effet en France. Alors, l'empreinte en Égypte, c'est d'abord un réseau hydraulique, donc effectivement c'est un peu marginal par rapport à l'architecture, mais c'est en lien avec l'urbanisme quand même. Non, et puis non, c'est surtout en lien avec la campagne, avec le pays, c'est-à-dire il a vraiment pris racine dans le pays et sur tous ces chantiers où il faut imaginer qu'il avait quand même peut-être 10 000 hommes sous corvée travaillant pour lui dans des conditions horribles. Je dirais une des raisons pour lesquelles il a fini par quitter l'Égypte au bout de 10 ans, c'est qu'il supportait plus de voir tous ces gens mourants sur ces chantiers, un chantier un peu titanesque. Donc voilà, donc cette immersion dans la vraie Égypte d'une certaine manière. Dans l'humus nilotique. Voilà, absolument, qui a été, je pense, aussi très importante pour Coste. Et puis il y a ces projets de commande de mosquées qu'il a amené à demander un permis pour rentrer dans des mosquées, puisque à l'époque c'était quand même pas si facile. Enfin, les soldats de Bonaparte c'était permis de le faire, mais enfin les mosquées étaient quand même pas très ouvertes aux non musulmans. Et donc il a eu ce privilège extraordinaire d'être un des premiers à pouvoir, muni de son firmament, de son autorisation venant d'en haut, de pouvoir passer du temps à dessiner dans des mosquées. Moi, j'avais un petit peu étudié le dossier, je veux dire, puisque tous les dessins sont datés, certaines fois, ils passent 10 jours. Ils sont où, alors À Marseille. Marseille, ah oui. Et c'est un lot extraordinaire, il y a 1400 dessins absolument magnifiques. Et dans certaines mosquées, il a passé 10 jours à dessiner tout. Il a de très belles choses dans cette mosquée, une des plus belles de Moayed, non Moayed, et puis Sultan Hassan. Sultan Hassan, il y a des choses absolument. Et puis alors, on se demande comment il faisait. C'était avant la photographie, donc il recopiait pas des photos. Comment il faisait pour avoir. On est dans quelles années précisément pour que nos auditeurs le sachent 1817, 1822. La photographie arrive en Égypte très peu après l'invention des daguerréotypes en 1839. 42. Parce que Mohamed Ali lui-même était passionné et donc, avec Vernet, je crois. Vernet, oui, voilà. Et puis après, il y a Giraud de Prangé, encore des bijoux, des merveilles, toujours orientés sur les mosquées du Caire. Donc il y a Giraud de Prangé, les clichés, enfin les daguerréotypes de Giraud de Prangé, c'est absolument extraordinaire aussi. Donc il faut imaginer ce Pascal Coste, petit Marseillais, petit homme assez sec apparemment, passer 10 jours à dessiner des arabesques et une langue, des calligraphies. Et la reproduction de la calligraphie est impeccable. C'est étonnant. C'est étonnant. On ne sait pas pourquoi, comment. Mais n'empêche qu'il y a ce corpus. Et alors, il y a des effets de transmission. Bon, ça, on n'en parle pas dans le livre, mais c'est Coste avait ses portefeuilles. Il a vécu très vieux. Ça conserve bien d'avoir vécu en Égypte un moment. Il a vécu jusqu'à 90 ans, et donc il avait ses portefeuilles de dessins du Caire qu'il montrait à tout le monde. Donc beaucoup de voyageurs ont découvert le Caire dans les portefeuilles de Coste. Donc voilà. Donc il y a tout cet effet de transmission, de savoir.
Et alors Ambroise Baudry, qui lui-même a été très très étonnant, lui, il a eu vraiment un rôle majeur de va-et-vient, hein, n'est-ce pas? Et alors, cette chose qui me paraît extraordinaire, la folie de la collection. Lui aussi, il guettait, parce qu'à l'époque, on détruisait beaucoup au Caire, puisque le Caire a connu un projet haussmannien, on peut le dire. Absolument. Et donc, un très grand nombre de palais étaient sacrifiés. Et Ambroise Baudry était là, il récupérait les moucharabis, il récupérait les portes, les arcs, les fenêtres, et cette chose extraordinaire, il les injectait dans les architectures orientalistes. C'est-à-dire, on avait du patrimonial, on avait du vestige archéologique en remploi. Donc ce jeu de collection, récupération, conservation, remploi dont vous parlez si bien, Mercedes Vollet. Et on pourrait même rajouter la dimension du commerce d'ailleurs, parce qu'en fait, je dirais, dans l'imaginaire commun, on imagine que ces gens se servaient dans les monuments, mais en fait, la réalité est un peu différente, à savoir qu'il y a un commerce de l'Antiquité qui se met en place. Là encore, c'est intéressant, ces commerçants. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les récupérateurs, qui sont d'immenses dépôts au Caire, dans le Grand Caire, où nous retrouvons maintenant des éléments de moucharabi, parfois de 4-5 mètres. Absolument. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est une tradition égyptienne, le remploi. Et il suffit de voir effectivement dans les mosquées, quand vous avez des pierres de seuil pharaoniques, par exemple, c'est très courant, ou des chapiteaux gréco-romains dans des mosquées. Donc la pratique du remploi est... Oui, il y a même un article que vous citez de Marianne Barican, sur les remplois des chapiteaux romains dans la fameuse mosquée d'Al-Azhar. Ou byzantin même, oui, effectivement, Al-Azhar. Donc ça, c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, il y a une espèce d'interaction forte entre des gens qui ont le goût de l'antique et une ville qui en fait a une tradition de remploi, et non seulement une tradition de remploi, mais du personnel qui récupère, voilà. Donc là, il y a quelque chose. Bon, une ville a de multiples couches historiques, évidemment. Hein. Bien sûr, on parlait tout à l'heure de Héliopolis comme ville nouvelle, mais nous oublions de dire qu'Héliopolis était une capitale à l'époque pharaonique. Absolument. Oui, bien sûr. Donc c'est une ville à patrimoine, c'est une ville à tradition de remploi et une tradition donc du passé finalement partout. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui a inspiré Baudry? Est-ce qu'il a découvert le remploi au Caire? Je ne sais pas. Ça, on n'a pas d'éléments, mais j'ai en tête une très très belle image, un très beau portrait. Je crois que c'est André Dutertre dans la description de l'Égypte. C'est une des aquarelles où on a ce personnage qui fume le chibouk avec la mer. Il est assis, donc c'est un petit café. Hein, il est assis sur une pierre avec des hiéroglyphes, et bon, c'est un petit café de plage, hein, je veux dire. Et donc c'est cette présence de l'histoire dans le présent qui est assez impressionnante. Et donc le remploi était une grosse tradition au Caire de tout temps, je dirais. Et donc Ambroise Baudry l'a d'une certaine manière naturalisé dans cette architecture orientaliste. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, c'est de l'architecture égyptienne, c'est de l'architecture orientaliste, c'est de l'architecture hybride. Et alors, un autre élément pour cette architecture, puisqu'on est dans Ambroise Baudry, restons-en là, parce que c'est très intéressant. Il a été le responsable de la construction, la fameuse construction qui a été retentissante, la reconstitution, en construisant une rue du Caire dans l'exposition universelle 1889 de Paris. Alors c'est pas lui, c'est un de ses copains. Un de ses copains. Voilà, c'est Alphonse de l'Or de Gléon. Alors celui-là, c'est encore un autre personnage. Lui, il aurait aimé être architecte, et en fait, il a passé sa vie, parce qu'il n'a pas fait que la rue du Caire. Il a passé sa vie à reconstituer des décors, y compris des décors mamelouks en France. Alors qu'est-ce que c'est que cette reconstitution? C'est quelle séquence? C'est la fameuse rue? C'est la fameuse. Non, elle est inventée. Ah, elle est inventée, mais à partir de vrais monuments. Donc, par exemple, puisque une des mosquées qui leur plaisait plus, c'est la mosquée de Qaït-Bey, eh bien, il a fait faire des estampages, il a reproduit, alors il a enlevé un des segments, mais il a reproduit à l'identique, avec des estampages. Mosquée fin 15e, alors. Oui, absolument, 1400, je ne sais plus, 96, quelque chose comme ça, 76 ou 87. Et il en a reproduit le minaret à Paris, et tous les éléments ont été copiés et puis après assemblés. Donc il y a quelque chose qui ressemble à un Sebil Koutab, donc ces fontaines surmontées d'une école coranique, et puis toutes les menuiseries, etc., étaient des choses qui venaient
qui venaient du Caire. Et puis il y a une chose assez amusante, c'est qu'au fond, parmi 6 caisses qui devaient venir des monuments du Caire pour alimenter la rue du Caire, on ne sait pas très bien ce qui leur est arrivé, pourquoi ils n'ont pas été reconstitués, mais ils ont été retrouvés dans un entrepôt et ils vont être remontés à l'entrée du musée du Louvre, du département des arts de l'islam. Ah oui, voilà. C'est une redécouverte récente. Récente, et donc c'est un portail mamelouk qui aurait dû figurer dans la rue du Caire en 1889 et qui finalement... Un portail mamelouk intact. Démonté en pièces détachées. Oui, original donc. Oui, original. Oui. Alors c'est drôle ces déplacements de portail parce que ça continue dans la même histoire, puisque le portail de la mosquée Mohaïd que nous avons signalé tout à l'heure, qui est elle aussi du XVe siècle, c'est la reprise du portail de Sultan Hassan, le premier portail de Sultan Hassan. Oui, non, le délai, oui, absolument. Bakrizi, dans les fameux Khitat, t'en parle très précisément. Et nous avons un autre portail au Caire, d'une des très belles mosquées, à côté de celle de Qalaoun, qui est un portail qui vient de Saint-Jean d'Arc. Absolument. De la cathédrale de Saint-Jean d'Arc. C'est étonnant. Donc l'histoire, et puis pour aller même plus loin de l'histoire qui se répète, Ambroise Baudry, qui avait un goût très fin et une grande capacité de chiner au Caire manifestement, et puis des très bons contacts, parmi les marchands, a ramené une incroyable collection au Caire qui a été mise en vente en fait il y a pas très longtemps. Asadullah Irani, c'était ça son... sans doute. Son marchand. Oui, un de ceux-là. Khan Khalil, oui. Originaire d'Iran, probablement. Oui. Absolument. Et parmi ces objets qui sont passés en vente il y a quelques années, beaucoup ont été rachetés par le musée d'art islamique du Qatar. Donc en fait la collection, Baudry, enfin la collection Mamelouk d'Ambroise Baudry est partie du Caire, a été en France pendant un moment et maintenant il retourne. Et au Qatar. Donc c'est encore une autre ça déplacement. Circule. Mais quand même la veuve a donné une bonne partie de cette collection au département d'art islamique du Louvre en 1912, je crois. Non, ça c'est Delors de Gléon. Ah, Delors de Gléon. Mais Ambroise Baudry a aussi donné des pièces. Il y a des pièces de la collection Ambroise Baudry à New York et à Paris, oui. Alors, construction de mosquées nouvelles, certaines très belles, néo-mamelouk, au Caire, évidemment, dans un pays islamique. Mais la question et le projet d'une mosquée à Paris, parce que désormais Paris est une capitale musulmane aussi, en raison de l'Empire et des sujets musulmans qui sont sous l'autorité de l'État français, s'est posé, ça a été une espèce de spectre, de hantise. Il a fallu attendre longtemps avant que Paris ait sa mosquée. Qu'en est-il de cette problématique de la mosquée parisienne dans ce projet orientaliste, dans cette dominance, cette circulation du style qui a créé une architecture à partir de finalement, c'est bon, in fine, à la fin des années 20, c'est le modèle hispano-mauresque tel qu'il est conservé dans la tradition marocaine qui a triomphé de ce qu'eût pu être une mosquée mamelouk, non? Néo-mamelouk. C'est exactement ça. Et donc l'Égypte n'était pas une colonie française, donc finalement c'est la colonie qui a gagné contre l'expatriation ou l'acculturation d'une certaine manière. Oui, on aurait dû avoir une mosquée mamelouk quai d'Orsay à Paris en 1895. Ils ont œuvré beaucoup. Ils avaient même créé une œuvre de la mosquée. C'était une œuvre. Enfin, c'était un projet associatif. C'est peut-être aussi pour ça. On est dans un pays qui ne laisse pas tellement de place quand même finalement, ou en tout cas à cette époque-là. Donc c'est le projet politique lyotéen, donc dans les années 20, qui lui a vu le jour et qui était donc un projet porté par le pouvoir, alors que là c'était un projet porté par des amateurs. Et il n'a pas des amateurs d'art, ou des amateurs d'art, oui, d'orientalisme. Oui, absolument. C'était Ambroise Baudry, c'était Henri Saladin, enfin, il y avait toute. C'est un peu après la première exposition d'art musulman qui a eu lieu à Paris en 1893, je veux dire, où tous ces amateurs se sont rassemblés et ont montré toutes les merveilles qu'ils possédaient. Là encore, initiative dans le cadre d'une association qui est l'Union centrale des arts décoratifs, aussi. C'est pas l'État français, c'est pas les musées nationaux. Ça a eu un rôle majeur d'ailleurs pour la diffusion et ça a fait connaître, même pour la cristallisation de la notion d'art islamique. Absolument, et ça a fait connaître donc ces richesses, a mis tout un mouvement de gens ensemble qui ont essayé
essayé effectivement de pousser un projet. Les plans ont été faits. Je veux dire, les plans sont connus de cette Alors, mosquée. qui était l'architecte? Ambroise Baudry et Henri Saladin. Voilà. Alors Saladin, tiens, cet étonnant bonhomme avec sa séquence tunisienne, les dessins tunisiens, le rôle majeur qu'il a eu pour le patrimonial islamique en Tunisie, les dessins qu'il a fait très beaux, d'ailleurs, un à partir de cette mosquée ottomane à Tunis du XVIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, Hamoud Abecha, dont la rue qui conduit d'ailleurs vers la fameuse Zitouna, et cette façade va se retrouver à Paris pour représenter le pavillon de la Tunisie. Dans quelle exposition? Celle de 1900, je crois, me semble-t-il. J'ai plus Saladin, qui a déjà un nom prédestiné. Vous appelez Saladin, c'est quand même extraordinaire, non? Alors, ce qui est dommage, c'est que mais les archives sont très bizarres. Il y a une thèse là-dessus. L'article qui est présent dans votre livre parle d'une forte étrangeté, d'une méconnaissance, alors qu'il a été immensément actif. L'espoir, c'est qu'il reste des archives familiales quelque part, mais rien ne transparaît d'Henri Saladin pour l'instant, de papier personnel. Donc, on peut espérer qu'ils sont restés en famille encore, qu'ils n'ont pas été pilonnés et qu'ils referont surface un jour. C'est un personnage absolument passionnant, mais qui reste obscur. Donc, qui reste complètement obscur. Moi, j'avais retrouvé, grâce aux archives d'émissions, qui est encore un fonds extraordinaire, le projet qu'il avait eu, qui n'a pas été retenu non plus. Il a eu pas mal d'échecs dans sa vie, d'avoir une chaire d'art islamique, enfin des arts musulmans au Collège de France en 1919, qui n'a pas pu avoir lieu à ce moment-là, mais il l'avait proposé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour faire connaître les arts de l'islam, mais c'est une figure qui reste encore. En tous les cas, il a un très beau trait et ses dessins sont magnifiques. Absolument. Il a fait œuvre d'architecte, c'est ça qui est très intéressant. Je veux dire, prochainement, on va avoir une journée d'études avec quelqu'un qui va nous parler de Hugo de Mondré de Villars. Ça, c'est encore un autre bonhomme absolument étonnant. Il a une compétence en art des ivoires islamiques en particulier très forte, et en même temps, c'est quelqu'un qui fait œuvre d'architecte. Et les deux choses ont l'air déconnectées. Et en même temps, un peu d'archéologie, non? Il avait la passion de la Sicile, non? Oui, et l'archéologie. Donc, il y a vraiment... la Sicile médiévale islamique. Oui. Absolument. Donc, disons, les chemins qui mènent aux arts de l'islam sont divers, mais beaucoup ont été des chemins empruntés par des architectes. Et on a tout le dossier pour cette mosquée avortée, si j'ose le terme, de la fin du 19e siècle. Les dessins existaient dans les archives d'Ambroise Baudry, et de mémoire, il y a au centre de documentation du musée d'Orsay des reproductions. Oui. Et le modèle parmi les mosquées? Qaïtbé au Ghouri, donc ces mosquées Ka avec donc cette salle. Donc disons le Mamelouk tardif. Mamelouk tardif, oui, absolument. Donc c'est mosquées Ka avec ces salles. C'est curieux, ce Mamelouk tardif a passionné tout le monde, même le fameux architecte Fahmi, égyptien, ce qui est le Waqf aujourd'hui, je crois que c'est de lui. C'est totalement dans cet esprit du Mamelouk tardif. Oui, je pense qu'il y avait une c'est assez impressionnant quand même, l'art mamelouk. Il y a une volumétrie qui est assez magnifique, et qui peut-être, alors c'est peut-être pour ça qu'on la regarde d'un autre œil, nous évoque des choses classiques. Peut-être que c'est ça. Il y a une résonance avec. Et puis la hauteur rappelle le gothique, pas des voies tout autres, parce que ça vient plutôt de l'iwan persan. C'est assez étonnant. Et alors justement, cette architecture a un autre élément qui est proprement fascinant, que nous retrouvons évidemment dans certains monuments en Europe, mais aussi en Égypte, c'est l'introduction avec ces motifs islamiques, l'usage de ces motifs islamiques par le fer, par l'acier. Ça, c'est étonnant. L'actuel hôtel Marriott, là, qui s'appelait le Jazeera, non? Le palais de Jazeera? Absolument, absolument. C'est un architecte allemand, là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est deux Allemands qui avaient... on a ajouté tout ce portique en acier qui est tout à fait étonnant. La fonte... Et en même temps un kiosque, je crois, en fonte, oui. Absolument. C'est vrai que l'intérêt... On est dans la même contemporanéité que le néo-gothique en fer, où il y a deux églises parisiennes époustouflantes, une à Montmartre
et une... Anatole de Baudot, oui, absolument. Il y en a une qui est très très belle près du faubourg Poissonnière, dans la rue Sainte-Cécile, si je ne me trompe pas. Je me demande si elle ne s'appelle pas Sainte-Cécile. Impressionnante. Oui. Le fer, on est aussi au siècle de l'industrie, et donc l'intérêt de la fonte moulée, ça vous permet de mouler tous les éléments en Europe, de les envoyer avec un personnel minimum et de remonter la chose. Donc ça permet en fait très rapidement et avec une main-d'œuvre relativement réduite de mettre en œuvre des bâtiments relativement importants. Donc effectivement la fonte moulée a été beaucoup utilisée et notre collègue allemande a retrouvé donc même une fonderie en Allemagne qui continue à avoir les moulages de ces chapiteaux qui ont servi pour le palais Gézira, ce palais qui avait été donc qui a été d'ailleurs bâti notamment pour recevoir l'impératrice Eugénie à l'occasion de l'inauguration du canal de Suez. Et alors ça encore c'est un chapitre encore très intéressant et puis peut-être un peu déconcertant parce qu'on se dit toujours le Khedive, etc. En fait c'est parce que comme Eugénie avait des origines espagnoles, on pensait lui faire plaisir en lui mettant de l'arabo-mauresque partout. Donc quand elle allait à Istanbul, c'est vrai que c'est très andalou dans son décor. Et donc l'impératrice Eugénie, quand elle est allée à Istanbul, elle était logée à Dolmabahçe, et à Dolmabahçe on lui a fait aussi un salon andalou. Et donc on lui faisait des choses andalouses partout où elle passait pour lui faire plaisir. C'était une belle attention quand même. Quelque chose qui n'apparaît pas, Mercedes Volé, dans votre livre, L'orientalisme architectural entre imaginaire et savoir, cet ouvrage collectif dont vous avez eu la responsabilité en collaboration avec Nabila Oulepsir, livre paru, j'ai oublié, pardonnez-moi, de vous donner l'éditeur, évidemment, aux éditions du CNRS, avec les éditions Picard, les éditions Picard qui se trouvent juste à côté rue Bonaparte. De la place Saint-Sulpice. Une chose qui inquiète le visiteur, qui inquiète l'amateur, toute cette architecture du Caire, par exemple, dont vous avez la passion, que vous connaissez si bien, elle est dans un état terrible. Qu'en est-il? Y a-t-il la possibilité, la volonté de la restaurer, de la rétablir, de lui redonner une dignité? Qu'en est-il de cet extraordinaire tissu urbain du 19e siècle, début du 20e siècle, où il y a des merveilles, il n'y a pas que des ouvrages orientalistes, même parfois nous avons du néo-vénitien, nous avons du néo-gothique, c'est étonnant. Tout ce monumentalisme fabuleux, qui n'était pas même colonial d'ailleurs, puisqu'il était à l'initiative de la décision de moderniser l'État faite par les Égyptiens même, par l'État donc local. Où en est la conscience des Égyptiens actuels? Ou est-ce que c'est une aporie? Ou est-ce que c'est tellement d'argent qu'il faut oublier tout cela? Un collègue égyptien me disait, mais vous êtes marrants, vous, Européens, mais de toute façon, vous avez détruit entièrement Paris. Il reste 3 monuments médiévaux à Paris. Vous avez tout détruit et tout d'un coup, vous êtes conscient que c'est important le passé. Donc nous, on en a plein du médiéval encore. Donc on a fait mieux que vous d'une certaine manière. Je sais pas, c'est difficile. Un autre collègue avait l'habitude de dire qu'il faut une victime expiatoire pour que tout d'un coup la conscience, en particulier en France du 19e, donc la victime expiatoire, en l'occurrence, ça a été les Halles de Paris. Donc les Halles ont disparu. Et c'est parce que les Halles ont disparu et qu'il y a une énorme mobilisation que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était en train de perdre une mémoire entière du Paris haussmannien. Voilà. Et c'est à ce moment-là, d'une certaine manière, il a fallu qu'il y ait les Halles pour qu'il y ait Orsay, si vous voulez. Voilà, parce que sinon, la gare d'Orsay, elle aurait disparu. Je veux dire, plein cœur de Paris, si vous commencez à chiffrer en termes de mètres carrés et de rentabilité foncière, c'est clair que ça disparaît. Et donc il a fallu les Halles, et donc cette énorme bataille autour des Halles qui a été perdue pour que finalement la bataille d'Orsay soit gagnée, la bataille du 19e siècle d'une certaine manière soit gagnée à Paris. Ce qu'il faut espérer au Caire, c'est qu'il n'y aura pas besoin de tout détruire pour tout d'un coup se dire mince, qu'il faut sauver les 10 derniers. Mais il y a des merveilles qui ont déjà disparu, il y a des merveilles... Garden City était très atteint. Garden City avait de sublimes, vous qui aimez tous ces palais italiens, alors cette fois-ci, toscans, palladiens, et évidemment orientalistes.
Au centre-ville, je veux dire, en 1955, on a démoli la villa de Huda Sha'rawi. Non, et puis surtout de Omar Sultan. Omar Sultan avait un énorme maison avec une galerie d'antiques en plein cœur du Caire, au centre-ville, et on appelait Dar el-Mathaf, donc la maison musée. Il avait construit une galerie d'antiques en style néo-mamelouk pour sa collection à la fois d'antiquités pharaoniques et d'antiquités islamiques. En 1955, ça a été détruit et voilà. Bon. Huda Sha'rawi, sa maison a été détruite quand? Et donc Huda Sha'rawi, qui était la sœur en fait de Omar Sultan, qui était la grande féministe voilà, des années 20 en Égypte. Tous les deux donc enfants de Mohamed Sultan Pacha, qui était un grand nationaliste, donc personnalité forte du Wafd. Et donc Huda Sha'rawi, donc cette bourgeoisie libérale. Huda Sha'rawi, la maison, elle a été détruite dans les années 60-70, assez tardivement. C'est un parking maintenant. C'est un parking, ce n'est rien. Oui. Et chez certains récupérateurs, on peut trouver encore, il y a quelques années, on pouvait encore trouver des pans. On m'a proposé, voilà. des morceaux de la maison de Huda Sha'rawi, un miroir en particulier qui aurait été dans je ne sais quelle pièce, vous savez, après il y a la légende. Mais c'est vrai que tout ça a été récupéré par ces récupérateurs, oui. L'ambassade de France, alors, à Guise, un très très bel endroit orientaliste, hein, c'est une volonté de vouloir reconstituer la Qa'a de la maison Kérot, très impressionnant. Qui en est l'architecte, en fait? Alors, c'est à nouveau lié à Ambroise Baudry, c'est deux de ses nègres, en fait, qui lui ont volé probablement cette commande. Mais en tout cas, c'est là où c'est des éléments originaux. C'est une Qa'a du XVe siècle. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'elle est si belle. Oui. Et oui, c'est des donc éléments. De la récup, du remploi. Donc en fait, c'est du remploi, c'est de la récupération. Et la seule chose, et parce que la seule chose qui a été, enfin la seule chose, parce qu'elle a été démontée et remontée, donc retaillée, probablement comme on fait avec les period rooms dans les musées, mais en fait c'est l'élément central qui manquait, parce que probablement c'était une Qa'a qui était dans une maison déjà en mauvais état, donc souvent c'est lanterneau central qui disparaît, et donc ils ont fait une copie d'un lanterneau, ils ont copié le lanterneau de la Moussafir Khan qui a disparu aussi depuis. Moussafir Khan où est né Ismaïl, voilà. Dekadi. Oui. Donc ils ont copié le lanterneau de la Moussafir Khan et puis ils ont fait faire par un artiste italien un plafond. Et tout le reste est original du XVIe siècle, dans un endroit absolument magnifique, magnifique, la lumière, c'est vraiment un très très bel endroit. Et il a été démonté plusieurs fois parce qu'il était au centre-ville, dans la maison de Gaston. Maintenant c'est au bord du Nil, de l'autre côté, dans ce quartier qu'on appelle Gizeh. Merci infiniment, Mercedes Volé, merci de cette conversation agréable et qui nous permet de savoir et de comprendre. Vous qui êtes l'auteur et l'éditeur de cet orientalisme architectural entre imaginaire et savoir, paru aux éditions du CNRS et aux éditions Picard. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, coordination Dominique Compétissa, technique son Benjamin Thuot, réalisation mise en onde François Connac.